Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve normalement pour 3 threads d'horreur. Alors juste avant de commencer, j'ai quelques petites actus en vrac. Faut savoir que maintenant sur les vidéos, il y a un truc qui s'appelle le boost qui est disponible. Alors me demandez pas, c'est sur téléphone, certains l'auront, certains l'auront pas. Suffit d'aller regarder en dessous où il y a les pouces bleus et vous tournez un petit peu à droite normalement et vous pouvez booster les vidéos. Alors de ce que j'ai pu comprendre, vous avez 2 ou 3 boosts par semaine disponibles. Et si jamais vous voulez les claquer chez moi, faut savoir que les vidéos, ça sort le mardi et le vendredi à 19 h sur la chaîne. En gros, ça peut aider à faire un peu mieux fonctionner la vidéo. Donc franchement, si vous pouvez le faire, ça m'arrange énormément. C'est un truc en test, donc n'hésitez pas. En même temps, ça fait plaisir. Et seconde info, je vous l'avais déjà dit, je suis déjà sur Spotify, mais avant je mettais que l'audio. Et maintenant, Spotify m'a dit qu'on pouvait mettre les vidéos carrément. Donc, je vous le mets maintenant, même en format vidéo sur Spotify. Voilà, vous avez le lien en description. Vous savez quoi, on va pas perdre plus de temps et on va directement commencer avec le premier thread d'horreur. Aurélia vit seule dans une petite maison au fond d'une impasse tranquille au Royaume-Uni. Son quartier, c'est un dédale de petites routes à l'écart de l'axe principal. Ce qui fait qu'à part les livreurs et quelques vendeurs occasionnels, on ne croise presque jamais quelqu'un d'inconnu. Elle ne connaît pas tous ses voisins personnellement, mais elle sait à quoi ils ressemblent et où ils habitent. Elle peut reconnaître leurs voitures, leurs habitudes, c'est bien normal. L'histoire commence il y a plusieurs années sur une période de quelques mois. Aurélia travaille à domicile, donc elle est souvent chez elle, parfois sans grand chose à faire. Ce jour-là, vers 16 h, elle est affalée sur son canapé, absorbée par une émission sur les théories du complot extraterrestre. Puis quelqu'un frappe à la porte. Elle a une caméra de surveillance cachée dans l'auvent en bois au-dessus de l'entrée. Alors, elle vérifie avant d'ouvrir. Elle ne s'attend à aucune livraison et elle n'a pas envie d'avoir affaire à un vendeur. Sur l'écran, elle voit une femme d'une quarantaine ou cinquantaine d'années, bien habillée, avec des vêtements et des bijoux hors de prix. Des choses qu'Aurélia ne pourrait jamais se permettre et que peu de gens dans le quartier pourraient s'offrir. La femme se démarque complètement dans cet environnement modeste. Elle a l'air troublée et agitée, jetant des coups d'œil vers le jardin arrière avant d'essayer de voir à travers la petite vitre dépolie de la porte. Aurélia remarque aussi qu'elle tient une laisse, mais il n'y a pas de chien. Derrière son jardin, il y a 2 haies, celle qui lui appartient et une autre à l'extérieur de sa propriété, qui longe une petite prairie où les gens promènent leurs chiens d'habitude. Aurélia sait qu'il y a un trou dans cette haie appartenant au conseil municipal. Elle l'a signalé des dizaines de fois, mais rien n'a jamais été fait. Avec sa propre haie devant, elle ne peut rien faire elle-même. En voyant la laisse, elle se dit que le chien de cette femme a dû passer par le trou. Si c'est un gros chien, il n'a pas pu entrer dans son jardin. Mais si c'est un petit, il a peut-être réussi. Aurélia adore les chiens. Enfin, le sien avait disparu pendant plusieurs semaines et elle avait cru ne jamais le retrouver. Depuis, elle est très sensible aux animaux perdus. Elle décide d'ouvrir la porte pour aider. Mais dès qu'elle l'ouvre, la femme lui lance un regard étrange, comme si elle s'attendait à voir quelqu'un d'autre et qu'Aurélia n'aurait pas dû être là. Elle lui dit « Bonjour », mais la femme ne répond pas tout de suite. Elle scrute l'intérieur de la maison, puis demande à voir quelqu'un du nom de Margaret. Aurélia ne connaît pas de Margaret vivant ici. Elle s'excuse poliment et lui explique qu'il n'y a pas de Margaret à cette adresse. Mais la femme insiste. Si, elle habite ici. Son ton a changé, il y a une pointe de colère dans sa voix. Aurélia réfléchit et se souvient qu'elle a bien une parente qui s'appelle Margaret. Mais elle habite à une 60aine de kilomètres et elles ne se sont pas vues depuis des années. Juste au cas où, elle demande « Vous cherchez Margaret ?» avec le nom de famille, mais la femme siffle entre ses dents. « Tu sais exactement qui je recherche. Qu'est-ce que tu as fait d'elle ?» Aurélia, elle est totalement perdue. Elle vit ici depuis 20 ans. Elle connaît le nom de l'ancienne propriétaire. Elle connaît ses voisins et les anciens habitants de la rue. Aucune Margaret n'a jamais vécu ici. Elle tente de raisonner la femme. « Écoutez, je pense que vous vous trompez d'adresse. » Mais la femme devient plus agressive. « Non, c'est bien cette maison. Toi tu mens. » Un frisson lui parcourt l'échine. Elle n'a pas frappé à la mauvaise porte. Elle est bien à la bonne adresse. Mais elle croit qu'Aurélia a fait quelque chose à cette Margaret inconnue. C'est à ce moment-là qu'Aurélia remarque un détail inquiétant. La femme serre la laisse de plus en plus fort dans son poing, comme si elle envisageait de s'en servir comme une arme. Aurélia a suivi des cours d'autodéfense dans sa jeunesse. Elle n'a pas peur de cette femme en tant que telle, mais elle sent que la situation pourrait vite dégénérer. Elle hésite.
fermer la porte immédiatement ou essayer de désamorcer la situation. Finalement, elle referme légèrement la porte et lui dit « Écoutez, si vous pensez qu'il est arrivé quelque chose à votre ami, on devrait peut-être appeler la police et les laisser régler ça, non ?» À ces mots, la femme frappe violemment la porte avec son poing serré autour de la laisse. Un instant plus tard, Aurélia réalise qu'elle a frappé si fort qu'elle a brisé la petite vitre dépolie. La femme saigne, mais ce qui la glace, c'est qu'elle ne réagit même pas. Elle ne montre aucun signe de douleur. La confiance d'Aurélia en ses compétences d'autodéfense commence à s'effriter. Elle a déjà vu des gens violents, mais des gens insensibles à la douleur ? Non. Elle décide de ne pas prendre de risques. D'une voix ferme, elle lui ordonne de reculer. Maintenant, vous partez. J'appelle la police. Si vous êtes encore là quand ils arrivent, vous vous expliquerez avec eux. La femme tente de forcer la porte, mais Aurélia la repousse et parvient à la refermer à clé. Elle reste collée à la porte et compose immédiatement le 999. Elle parle assez fort pour que la femme dehors l'entende bien. En attendant l'arrivée des policiers, elle la surveille sur son écran de surveillance. La femme s'écarte du champ de vision à plusieurs reprises, probablement pour vérifier l'arrière de la maison, et elle appelle sans arrêt Margaret. Quelques minutes avant que la police n'arrive enfin, elle donne un coup de pied dans les poubelles avec rage. Mais alors, la chose la plus effrayante se produit. Elle retourne vers la porte d'entrée et regarde directement vers la caméra. Cette caméra, il faut savoir qu'elle est plutôt bien cachée. Ce n'est pas impossible de la repérer, bien sûr, mais la plupart des gens ne la remarqueraient pas à moins de la chercher. Et surtout, la plupart des gens ne recherchent pas de caméra. On est d'accord. Elle sait qu'elle est là. Elle a dû la voir auparavant. Quand? Elle n'en sait rien. Plus tard, Aurélia revoit toutes les images de ce jour-là et la femme n'établit jamais de contact visuel avec la caméra une seule fois. Elle ne regarde même jamais dans sa direction. Aurélia n'a qu'environ une semaine de séquence avant que les plus anciennes ne soient effacées et en vérifiant tout, elle constate qu'elle n'apparaît que ce jour-là. Tout ce à quoi Aurélia peut penser, c'est qu'elle est ici depuis plus d'une semaine. Alors qu'elle fixe l'objectif, elle lui fait un doigt d'honneur puis mime un geste de tranchage de gorge avant de s'éloigner. Aurélia se dirige vers la fenêtre pour la voir partir. Elle marche comme si de rien n'était, sans jamais se retourner. La police arrive enfin, bravo, Aurélia n'a pas été assassinée. La police prend sa déposition, récupère une copie des images de surveillance et c'est tout. Aurélia appelle plusieurs fois pour un suivi, mais rien. Personne ne la recontacte. Pendant quelques semaines, Aurélia est rongée par l'angoisse. Aurélia rapproche le bloc de couteau de la porte, tout en le gardant hors de vue des fenêtres, bien sûr. Aurélia commence à se coucher très tard et dort peu, ce qui n'arrange rien. Certaines nuits, Aurélia est si fatiguée qu'elle commence à avoir des hallucinations auditives. Elle entend des voix qui n'existent pas. Comme cette femme est la source de son stress, Aurélia perçoit sa voix, surtout le nom de Margaret. Chaque bruit de portail qui s'ouvre lui file des frissons. Aurélia examine les images de surveillance chaque jour. Au fil des semaines, comme rien ne se passe, Aurélia commence à se détendre et met tout ça sur le compte d'une expérience étrange. Mais ça ne dure pas. 4, peut-être 5 semaines après la première rencontre, elle revient. Il est minuit passé, Aurélia est dans le salon, scotchée à son téléphone avec la télé allumée en bruit de fond. Aurélia entend une portière de voiture claquer et jette un coup d'œil par la fenêtre. Une voiture sombre est garée au bout de son allée. Aurélia ne peut pas voir la marque ou le modèle, mais ça ressemble à un break. Elle ne voit personne bouger, mais une minute plus tard, le portail s'ouvre avec un grincement et quelqu'un frappe à la porte. Même si elle n'est impliquée dans aucune vendetta à propos de Margaret, Aurélia ne va pas ouvrir à cette heure-là. Elle vérifie la caméra de surveillance et la vision nocturne est merdique. Mais elle est presque certaine que c'est encore cette femme. Aurélia aperçoit ce qui ressemble à une laisse de chien. Et bien sûr, elle sait qu'elle est filmée, car elle fixe la caméra. La vision nocturne lui donne des yeux noirs vides, ce qui ne fait qu'ajouter à l'horreur de la situation. Soudain, la femme se met à hurler. « Arrête ce putain de vacarme et viens ici maintenant !» La télé est allumée, mais à un volume très bas. La femme n'a aucun moyen de pouvoir l'entendre. Aurélia est maintenant convaincue qu'elle n'est pas dans son état normal. Alors, elle appelle la police. Aurélia veut qu'il reste en ligne, mais on lui dit que quelqu'un va arriver bientôt et qu'elle doit rappeler si jamais ça empire. Alors, elle attend, elle regarde et espère que cette femme ne va pas tenter de casser une fenêtre. Cette malade renverse à nouveau les poubelles et crie quelque chose qu'Aurélia ne comprend pas. Un voisin finit par venir voir ce qui se passe. Aurélia observe la scène. La femme gesticule vers sa porte d'entrée, furieuse, mais le voisin réussit à la faire partir. Aurélia reste même quelques minutes pour s'assurer qu'elle ne revient pas. Malheureusement, ça signifie qu'elle est partie avant l'arrivée de la police,
qui lui donne l'impression qu'Aurélia les embête. Nouvelle déclaration, nouvelles images de sécurité remises et toujours rien. Le lendemain, Aurélia croise le voisin qui s'excuse de ne pas avoir noté la plaque d'immatriculation. Aurélia raconte que la femme répétait la même chose, elle voulait savoir où était Margaret et ce qu'elle lui avait fait. Bon, même si elle ne va pas bien mentalement, le fait qu'elle s'acharne sur cette histoire de Margaret et qu'elle ait la bonne adresse l'inquiète. Puis ça fait tilt. Est-ce que Margaret, c'était pas le chien de cette femme au final? Pense-t-elle qu'Aurélia lui a volé son chien? Est-ce que ce chien est passé par un trou dans sa clôture? Pense-t-elle qu'Aurélia l'a blessé? Est-ce que c'est ça le problème? Eh ben elle met encore quelques semaines avant de revenir, cette fois à 3 h du matin. Aurélia est réveillée par des coups à la porte, puis quelques minutes plus tard des coups à la fenêtre de la chambre. Aurélia sait que c'est cette femme. Elle murmure des choses incompréhensibles, comme si elle essayait d'éviter de réveiller les voisins. Aurélia saute du lit, enfile des vêtements et tente de la suivre du regard à travers les pièces. Elle tape, murmure, marmonne. Aurélia distingue quelques mots comme bruit, raquette et Aurélia est presque certaine qu'elle l'a insulté. Après, peut-être qu'Aurélia hallucine. Elle ne peut pas vérifier les images de surveillance cette fois-ci parce que cette femme a peint à la bombe ce foutu objectif. Mais de toute façon, ça n'aurait pas changé grand-chose. Elle ne s'attarde pas devant la porte d'entrée. Aurélia hésite à appeler encore la police. Mais jusque-là, ça n'a servi à rien. Elle a l'impression que si elle les appelle une 3e fois et que cette femme est déjà partie, ils vont finir par lui reprocher de leur faire perdre leur temps. Même si, pourtant, elle a des preuves. Il faut dire qu'ils n'ont pas été très utiles jusqu'à maintenant. Au final, elle reste plantée près de la porte d'entrée et tend l'oreille. Au bout d'un moment, la femme frappe encore et Aurélia finit par crier « Margaret, c'est ton chien ?» Silence total, plus un bruit. Elle essaye de voir à travers le verre dépoli, mais il fait trop sombre. Impossible de savoir où elle est. Et elle ne veut surtout pas allumer les lumières dehors. Elle-même ne sait pas pourquoi. Cette femme sait déjà qu'elle est là puisqu'elle lui a parlé. Mais malgré tout, elle refuse d'attirer encore plus l'attention sur elle. Alors elle reste là. Pendant combien de temps ? Aucune idée. 1 heure, peut-être plus, parce que le soleil commence à se lever. Son cœur bat à toute vitesse, sans jamais vraiment ralentir. Quand il fait assez clair, elle se risque à jeter un œil par la fenêtre. Rien, y a personne. Elle ouvre prudemment la porte d'entrée et scrute les alentours, toujours rien. Elle attrape un objet pour se défendre, elle ne se souvient même plus quoi, et elle fait le tour de la maison, puis du jardin. Aucune trace de cette femme. C'est en revenant vers la porte d'entrée qu'elle remarque un détail étrange. Le portail est fermé. Ce portail est fixé à la maison, et quand on l'ouvre ou on le ferme, il fait un sacré boucan. Impossible de le manquer si on est juste à côté de la porte d'entrée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Cette femme l'a-t-elle escaladé? C'est possible, mais franchement Aurélia n'a pas envie d'essayer pour voir. Elle ouvre le portail et s'avance jusqu'au bout de l'allée. Elle jette un regard autour d'elle, y a rien. Quand elle se retourne vers la maison, son sang se glace. Elle voit ce que cette femme a laissé derrière elle. Un immense menteur peint à la main sur la façade. Et juste en dessous, la laisse d'un chien, abandonné sur le sol. Heureusement, ce sera la dernière fois qu'Aurélia la verra, mais elle a la sensation qu'elle va revenir encore. Depuis cette histoire, certaines nuits, un mauvais pressentiment la prend. Elle regarde par la fenêtre sans trop savoir pourquoi. Elle ne sait pas si elle se fait des films, mais de temps en temps, elle jurerait apercevoir un break sombre garé dans la rue. Elle ne se gare plus au bout de son allée ces temps-ci, mais elle n'arrive pas à se débarrasser de cette idée. Et si cette femme était encore là, à surveiller sa maison? Peut-être qu'elle cherche toujours son chien, peut-être qu'elle s'attend à le voir apparaître chez Aurélia. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce premier thread d'horreur qui est normalement la miniature, hein. Paf, je vous l'ai mis. C'était vraiment bien, j'ai bien aimé, vous comprenez à chaque fois quand je dis ça, hein, c'est que moi j'aimerais bien qu'il se passe pas ça dans la vie des gens. Mais ça, malheureusement, des fois, c'est qu'un petit truc comparé à ce qui se passe dans le monde. Enfin bref, on va pas revenir sur tous les défauts du truc, mais on passe au prochain thread. Charlotte bosse pour une fac en tant qu'assistante résidente. Le week-end, en général, il bosse à 3. 2 qui font des rondes dans un bâtiment et 1 à la réception qui enregistre les arrivées. Un week-end, alors que sa collègue et elle montaient au 9e étage pour discuter avec les étudiants et vérifier que tout était ok niveau règlement, sa collègue a reçu un appel sur leur téléphone pro de la part de la police du campus. Elle décroche et là, une femme hurle à l'aide au téléphone, genre paniquée à mort. Avant même qu'elle puisse répondre quoi que ce soit, ça raccroche. Ce moment-là, ça les a vraiment flippés, surtout à cause du côté super réel des pleurs de la femme. Franchement, à moins que ce soit une bande-son d'un film, y a aucun doute que c'était une vraie personne en détresse, pas juste une blague à la con. Le pire, c'est qu'ils avaient déjà reçu exactement le même appel quelques mois avant, avec les mêmes personnes qui bossaient au même moment et au même étage.
Sachant qu'ils sont plus de 70 dans leur équipe, c'est super improbable de retomber 2 fois sur les mêmes 3 collègues, vous voyez le genre. Quand ils ont commencé leur service, Charlotte avait même blagué en disant qu'ils allaient recevoir le même appel. Et devinez quoi, c'est exactement ce qui s'est passé. Après avoir reçu cet appel 2 fois, elles se sont dit que c'était sûrement des appels du 11 septembre redirigés par erreur. Surtout que le numéro qui s'affichait, c'était littéralement le numéro de téléphone de la police. Du coup, ils ont appelé le numéro non urgent, le même, mais une autre extension, et ils ont parlé au standardiste qui n'a pas été super utile. Il a pris leur nom et a dit qu'il allait signaler ça, mais ce qui a encore plus fait flipper Charlotte, ce qu'il a dit, c'est qu'il n'avait reçu aucun appel cette nuit-là, et que rien n'aurait pu être redirigé par accident. Et là, tilt dans la tête de Charlotte. Plus tôt dans l'année scolaire, elle avait reçu un appel du même numéro de la police du campus, et c'était juste sa patronne qui lui demandait de venir à son bureau pour aider un étudiant perdu. Quand elle avait reçu l'appel, elle se souvient d'avoir paniqué parce que c'était écrit le numéro de la police du campus, et ça c'était avant les 2 appels de la femme qui pleurait. Elle avait dit à sa patronne que son numéro s'affichait mal, et sa patronne avait trouvé ça bizarre mais avait laissé tomber l'affaire genre des semaines après une conférence. Sur le moment, Charlotte n'avait pas trouvé ça étrange, mais maintenant qu'elle y repense, elle se dit que l'appel à l'aide venait peut-être de son bureau, qui est vide maintenant. Du coup, sa collègue et elle sont allés dans le couloir des bureaux qui est relié à leur bâtiment et ont essayé d'entrer dans le bureau de sa patronne, mais c'était fermé à clé. Faut savoir qu'ils ont reçu l'appel les 2 fois vers 22h40 et qu'il faisait nuit noire, sans personne autour, surtout dans la zone du personnel. Tous les bureaux sont complètement inaccessibles au public, sauf une pièce dont sa collègue et elle avaient la clé. Elles ont ouvert la porte et ont trouvé un des vieux téléphones du bureau et l'ont utilisé pour appeler leur téléphone pro. Et vous devinez la suite, ça a sonné avec le numéro de la police du campus. Maintenant, elles ont la trouée. Elles ont vérifié tous les bâtiments pour voir s'il y avait quelqu'un en détresse et ont même regardé un boîtier d'urgence que les étudiants peuvent utiliser pour appeler à l'aide. N'ayant rien trouvé, elles sont rentrées chacune de leur côté et ont fini leur service après minuit. Maintenant, Charlotte est là à essayer de comprendre pourquoi cette pauvre femme les appellerait. Pourquoi a-t-elle raccroché? Pourquoi ça s'est passé 2 fois avec exactement les mêmes circonstances improbables? Pourquoi l'identification de l'appelant venait de la police du campus? Ça commence à faire long, mais elle a noté quelques trucs importants. Leur 3e collègue, c'est un mec avec un accent fort. Il n'aurait pas pu les appeler pour faire une blague depuis le téléphone de la patronne en se faisant passer pour une femme. Le premier appel en octobre, c'était une femme qui pleurait et qui disait « Aidez-moi s'il vous plaît ». Le 2e appel, Charlotte ne l'a pas aussi bien entendu que sa collègue. Mais elle a dit que c'était différent, mais que c'était clairement une femme qui pleurait voire suppliait. Charlotte est dans une région où il y a pas mal de trafic d'êtres humains et elle ressent une drôle de tristesse ou peur que ça soit ce qu'elle ait entendu. Elle bosse là depuis 2 ans et elle est pote avec la plupart de son équipe et personne d'autre n'a jamais vécu ça à part elle. Elle n'a que 2 théories possibles. Soit l'appel est une redirection de la police et le standardiste a préféré cacher son erreur, soit quelqu'un s'est introduit dans le bureau de la patronne et les a appelés pour demander de l'aide. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce petit thread trop chelou. On sait pas, vraiment trop chelou, moi j'ai bien aimé, mais on passe au prochain. Alors déjà, avant de raconter son histoire, Naomi préfère se présenter. Elle a 15 ans, elle est insomniaque et pas à moitié. Elle dort à peine 4 heures par nuit et elle vit dans un petit village pas loin de Québec. Sa chambre est au premier étage, juste à côté de celle de ses parents, le salon, la cuisine et les toilettes sont pas loin non plus. Bon, son histoire c'est peut-être pas un vrai thread d'horreur, mais il y a quand même un petit côté bien flippant. Tout commence une nuit où Naomi n'arrive pas à dormir. Elle se dit bon, c'est pas si grave, ça va passer, vu que ça lui est déjà arrivé plein de fois. Du coup, comme d'hab, elle se lève vers 6 h du mat parce qu'elle a cours. La journée se passe nickel, à part qu'elle est un peu plus claquée que d'habitude. Elle rentre et là elle se dit qu'elle va se coucher plus tôt pour rattraper un peu de sommeil. Sauf que rebelote, elle dort toujours pas et pareil la nuit d'après. Au bout d'un moment, elle commence à halluciner, des bruits de pas, des coups dans les murs, des silhouettes bizarres. Rien d'étonnant, vu que tu dors pas pendant plusieurs jours, t'hallucines, c'est classique. Puis elle finit par enfin s'endormir. Le lendemain, elle se dit que c'est bon, c'est fini, retour à la normale. Sauf que non. Pendant plusieurs semaines, ça recommence et elle dort pas pendant des jours, sauf que là, ça dépasse les 4 jours sans sommeil. Et là, c'est la totale, elle entend des bruits encore plus flippants dans les murs, des meubles qui bougent tout seuls, des voix cheloues. Et là, elle commence vraiment à flipper. Elle essaye de dormir, à tout prix, mais rien à faire. Une nuit, elle lève la tête, elle s'assoit dans son lit. Et là, elle tourne la tête, et elle reste figée. Elle voit un gars, le visage carrément collé à sa fenêtre. Il la regarde, puis il se barre à toute vitesse. Et là, elle se demande direct, c'est une hallucination ou est-ce que c'était vrai? Les bruits continuent, elle ose plus bouger, elle est paralysée. Elle se met alors sur un live, histoire de penser à autre chose, parce qu'elle kiffe trop regarder des streams.
et elle raconte à la streameuse qu'elle connaît bien ce qui vient de se passer. La streameuse lui dit bah va boire de l'eau, ça ira peut-être mieux. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée, sachant qu'elle entend toujours des voix et des bruits derrière les murs? Bah Naomi décide de tenter. Elle s'approche tout doucement de la porte de sa chambre, elle l'en trouve, et là elle voit 5 ou 6 silhouettes qui bougent et qui parlent dans une langue chelou. Elle reste sous le choc, vrai ou pas vrai? Elle a 5 frères et une sœur, mais là elle sait très bien que c'est pas eux. Il est genre 2 ou 3 heures du mat et ils ont école le lendemain. À ce moment-là, elle a 3 options. Soit elle referme la porte discretos et elle fait genre elle a rien vu, soit elle suit le conseil et elle va boire de l'eau, même si ça veut dire croiser des silhouettes, vraies ou non, dans le couloir. Allez, elle prend la 3e option, elle se dirige vers la cuisine en mode ninja, pour pas attirer l'attention des silhouettes. Et là, elle entend un énorme boom. Et elle sent son corps tomber, sauf qu'elle est encore bien debout. Elle reste quelques secondes en mode bah, c'est quoi ce délire? Puis elle continue son chemin jusqu'à la cuisine. Elle prend son verre d'eau, retourne dans sa chambre et les silhouettes sont toujours là, mais elle n'ose pas s'approcher. Elle se remet au lit et essaye de pioncer un peu. Les heures passent et elle n'arrive toujours pas à dormir, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, elle sente son corps tomber. Et là, elle s'évanouit, genre pour de bon. Les jours d'après, elle arrive enfin à redormir normalement et depuis, plus jamais elle a vécu un truc pareil. Elle se demande encore si c'était réel et si elle s'était rapprochée des silhouettes, qu'est-ce qui se serait passé. Mais le principal, c'est qu'elle est encore là, bien vivante. Un petit PS de sa part, les somnifères chez elle, ça sert à rien. Si elle en prend, elle dort trop et elle est en mode légumes pendant des jours. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur, ma foi, intéressant. Je m'y connais pas trop là-dedans, donc si vous avez des explications, n'hésitez pas à les commentaires. Ça sert aussi à ça. En plus, pour le coup, peut-être qu'elle verra la vidéo, étant donné qu'elle peut parler français. Allez, prochaine histoire. C'est une soirée comme les autres, Claire a 11 ans et elle est toute seule à la maison vu que ses parents rentrent pas avant 1h du mat. Son chien est avec elle, allongé à ses pieds pendant qu'elle mate un épisode de Another, l'animé qu'elle a commencé à suivre. L'ambiance un peu glauque et flippante de la série la fout déjà un peu sur les nerfs, mais elle continue quand même trop à fond dans l'histoire pour décrocher. Tout se passe tranquille jusqu'à ce qu'elle entende un bruit chelou qui vient du jardin. Au début, elle calcule même pas, elle se dit que ça doit être le vent ou peut-être un chat qui traîne. Mais voilà que ça recommence, et là c'est plus clair. On dirait carrément que quelqu'un ou un truc est en train de bouger sa poubelle. Son chien direct, il relève la tête et la regarde en mode « c'est quoi ça ?» Lui non plus, il pige pas. Claire, un peu en stress, elle se lève pour jeter un œil par la fenêtre. Il fait déjà nuit, on voit que dalle, pas un chat. Elle se dit que c'est peut-être juste sa mère qui serait rentrée plus tôt, qui aurait ouvert le portail pour faire sortir le chien. Peut-être qu'en passant, elle a déplacé la poubelle sans s'en rendre compte. Claire se rassure en se disant que c'est sûrement rien, mais quelques minutes plus tard, rebelote. Sauf que cette fois, la poubelle a carrément bougé encore plus loin dans le jardin. Et là, elle sent vraiment le sale pressentiment lui tomber dessus. Son chien, il commence à se lever, les poils bien hérissés, il se met à aboyer de plus en plus fort. Il a l'air vraiment tendu. Claire se dit qu'il faut qu'elle vérifie. Elle s'approche de la porte, mais avant même qu'elle la touche, elle capte un truc encore plus flippant. Elle se précipite à la fenêtre et elle la voit. Une silhouette, juste à la limite du jardin. Un type ou une nana, elle sait pas trop, avec un sweat à capuche couleur saumon. Cette personne avance doucement, discrètement. Genre, il essaye de se planquer dans les ombres. Claire en prend un coup. Son cœur s'emballe direct. Elle l'a pas rêvé, elle l'a bien vu. Elle reste plantée là quelques secondes en espérant que c'était juste une hallucination. Elle cligne des yeux un petit peu, mais non, c'est bien là, c'est devant elle. La silhouette se barre et disparaît dans la nuit, avalée par le noir. Claire panique, elle essaye d'appeler ses parents, mais personne ne répond. Elle les rappelle encore et encore, rien, et le bruit de la poubelle continue de plus en plus fort. Cette fois c'est Claire, elle flippe pour de vrai. Son chien, lui, il pète un câble, il aboie à fond, complètement en panique. Claire, elle sait même plus quoi faire, elle tente d'appeler sa meilleure pote, pas de réponse non plus. Elle est là, paumée, sans savoir quoi faire. Le seul truc qui lui vient, c'est d'aller se planquer dans sa chambre avec son téléphone. Le cœur qui bat à 1000 à l'heure et d'attendre que ses parents rentrent. Quand ils arrivent enfin, elle est en mode tremblement. Elle leur raconte tout de A à Z. Son père sort faire un tour pour vérifier et il n'y a personne. La poubelle, ouais, elle a bien bougé, mais aucune trace de personne. Claire essaye de se rassurer, mais elle n'oubliera jamais cette silhouette en sweat saumon. Ni ce foutu sentiment d'être observée, comme si quelqu'un était resté planqué dans l'ombre à la mater. Et même après ce soir-là, chaque fois qu'elle se retrouve seule à la maison, impossible pour elle de pas repenser à cette histoire. C'est comme ça que ça se finit.
Alors, je sais pas trop, mais bon, déjà vous laissez la gosse de 11 ans tout seul, quand même, et ayez au moins le téléphone en mode sonnerie, quoi, pour lui répondre, la petite, quand même, elle est là, elle est toute seule déjà, et mettez le téléphone sur sonnerie, y a quoi? Y a quoi à minuit plus là que vous faites? C'est bizarre, vous êtes dans des soirées ou quoi? Qu'est-ce que vous faites? C'est chelou les gars, à un moment, c'est bon. Bon, la pote qui répond pas non plus, bah elle a pas de chance, hein. La petite à un moment, à ce moment-là, mais l'autre c'est pas sa faute, elle doit dormir ou quoi, mais là les parents, c'est quand même, c'est le but d'être parents, quoi. Je veux dire, oui, c'est une responsabilité, oui. Voilà, allez, prochain thread.